Thibaut, on va prendre un rosemary gin, un mint julep et un grand marita. Marc Alizard, que vous alliez boire un rosemary gin, qui est un gin sour mais légèrement revu et corrigé avec un sirop de romarin et puis un petit peu de blanc d'œuf pour lui donner un petit côté gourmand, une gourmandise qui correspond assez bien au fond à votre rapport à la pensée. Camille Louis, j'ai décidé de vous commander un grand marita. C'est un twist de margarita. Margarita qui est un apéritif, un cocktail qu'on connaît bien à base de tequila. Sauf qu'ici, il est préparé de manière un petit peu plus puissante, un petit peu plus fumée, un petit peu plus énervée, avec du mezcal. Et pour ma part, un mint julep parce que je suis un homme de tradition et que le mint julep est un cocktail très ancien qui représente assez bien le goût de la Nouvelle-Orléans. Alors ce soir on va parler d'accélérationnisme, d'accélération du monde. C'est un sujet dont on entend beaucoup parler, que le monde va de plus en plus vite, qu'on est de plus en plus déboussolé, de plus en plus perdu. Et donc face à l'accélération du monde, on aurait de plus en plus besoin, pour nous reconnecter avec quelque chose comme une nécessité existentielle au cœur de nos vies déboussolées. De ralentissement, on entend beaucoup d'éloges de la lenteur, d'éloges de la faiblesse, etc., etc. Et ça a été notamment défendu par un sociologue allemand qui a eu énormément de succès, qui s'appelle Hartmut Rosa, dont le livre Accélération était un de ces rares best-sellers des sciences humaines qui a suscité les conversations en dehors des cercles très restreints de l'université. Et il se fait que ce constat, qui est un constat qui semble un constat allant de lui-même, le capitalisme nous rend fous, nos vies sont des vies de plus en plus consacrées à courir derrière l'argent, le travail, un mélange comme ça de survie et puis de jouissance compensatoire à ces stratégies de survie. Et cette espèce de consensus qu'il y a sur l'idée d'accélération, que le livre de Rosa a très très bien incarné, est un consensus qui, ces dernières années, a commencé à se fissurer. Rosa a écrit son livre au début des années 2000, a commencé à se fissurer, et s'est fissuré de manière peut-être un peu plus forte que d'habitude, lorsque deux jeunes Anglais, très très jeunes, des thésards, pas encore 30 ans, ont publié, c'était en 2013, un petit texte qui appelait #Accelerate, manifeste pour une politique accélérationniste. Il s'agissait de Nick Cernick et de Alex Williams, dans lequel ils disaient « En réalité, c'est pas vrai. Le monde n'accélère pas, le capitalisme n'accélère pas, nos vies ne sont pas des vies qui sont de plus en plus, au fond, énervées par un espace, une écologie, un monde qui nous rend de plus en plus fous. C'est l'inverse qui est en train de se passer. Nous vivons dans un monde qui n'arrête pas de freiner socialement, de freiner politiquement, de freiner aussi technologiquement. Et face à ce frein, qui est en fait une manière, au fond, de nous piéger, de nous mettre à la merci des petites innovations marginales qui permettent au capitalisme d'extraire ses rentes. C'est chaque génération nouvelle d'iPhone qui est plus inutile que la précédente, mais cette petite différence fait que tout le monde en achète un nouveau sans qu'il y ait véritablement d'innovation. Eh bien, face à ce constat et face au fond, au désespoir et à l'incapacité d'une certaine gauche de prendre en charge ce qu'il en est, de la sensation néanmoins véritable de désespoir dans la vie des gens, ils ont proposé un programme qui est un programme qu'ils ont appelé accélérationniste. Et on va peut-être en parler plus en détail un petit peu plus tard. Moi, ce que j'avais envie de commencer par vous demander, c'était peut-être votre position, vous, subjective, charnelle, j'ai envie de dire, par rapport à cette espèce de situation de folie et d'urgence à nouveau politique, sociale, écologique, etc., dans lequel on est. Est-ce que cette idée qu'on vit dans un monde qui va de plus en plus vite, est-ce que c'est une idée qui vous paraît être intéressante pour en tenir compte, ou bien est-ce que c'est juste une espèce de mantra que l'on agite pour se faire peur, étant donné que si on a peur, eh bien au fond, les mesures, les moyens de réappropriation, de contrôle renouvelé de nos existences en trouvent jouer une nouvelle fois. Camille Louis. Je me dis que l'enjeu, c'est pas forcément de savoir si le monde accélère ou ralentit, mais plutôt de voir dans quelle mesure la résistance se loge à l'endroit où on multiplie les régimes du temps
et que c'est pas juste un diagnostic et contrer ce diagnostic-là, mais c'est plus voir comment est-ce que parfois on a besoin d'accélérer, parfois on a besoin de ralentir. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne peux pas entendre le terme accélération et vitesse et sans penser à ce dans quoi on est depuis 2 ans maintenant, qui s'appelle l'état d'urgence et qui du coup de fait donnerait plutôt envie de s'intéresser à des régimes ralentissement ou en tout cas de dilatation du temps pour une forme de... Non pas de contrer, encore une fois, parce que je ne crois pas trop à cette logique du 1 contre 1, donc il y aurait le temps rapide et il faudrait contrer en étant lent. Je pense que c'est vraiment des manières de tordre une inscription du réel à des vitesses qui peuvent varier. Je pensais à la lenteur, par exemple, du droit. On voit bien dans les problématiques précisément liées à l'état d'urgence et la difficulté qu'on a de statuer ou de faire reconnaître un ensemble d'aberrations multiples, que ce soit au niveau des assignations à résidence ou au niveau des absurdités qui sont faites aujourd'hui dans le traitement des migrations, à quel point il est compliqué de faire valoir par des mesures juridiques les aberrations de ces situations. Et je parle beaucoup avec des juristes qui me parlent de ça, de la lenteur du droit et la difficulté pour le droit de contrer des mesures politiques qui, elles, vont beaucoup plus vite que la capacité du droit à réagir. Donc, face à ça, il faut que le droit accélère. Donc ici, il faudrait de l'accélération, alors qu'il en faudrait le contraire dans un autre champ. Donc voilà, je reste sur cette position-là, que c'est toujours une capacité en fait à voir quelle est l'inscription hégémonique d'une temporalité et comment est-ce qu'à l'intérieur de cette inscription-là, on est capable de créer des bulles de temps. Et parfois, c'est des bulles qui doivent aller très très vite, et parfois, c'est des étoffements ou des épaississements. Il y a un texte merveilleux de Deleuze sur Boulez qui s'appelle « Occuper sans compter ». Boulez, Proust, c'est le temps, où il parle de ça, en fait, de ces bulles de temps et de la capacité de recréer, redistribuer les temporalités. Donc c'est vraiment une question d'agencement, en fait. Marc? En vous écoutant, j'avais en tête cette idée que ça accélère, enfin que l'univers, que la vie, que le cosmos est en accélération. Il a fallu des milliards d'années pour produire une Terre, il a fallu des centaines de millions d'années pour produire la vie, il a fallu ensuite des centaines de milliers d'années pour produire l'homme, et il faut aujourd'hui à l'homme presque des fractions de minutes parfois pour inventer de nouvelles technologies qui sont une sorte de coefficient démultiplicateur du temps. Et cette accélération, elle est asymptotique. Enfin, il faut s'imaginer dans une grande courbe d'évolution où finalement on commence très 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 lentement, où les changements sont très peu perceptibles, même s'ils existent, ils grouillent. Il peut y avoir une quantité infinie de changements à chaque instant, mais les petites différences ne s'ajoutent pas pour créer des changements significatifs. Et puis d'un coup, il y a des ruptures, des seuils critiques, qui font que tout d'un coup, quelque chose accélère au moment où ça s'est cassé. Et Camille parlait de Deleuze, il y a une autre chose que Deleuze disait qui est très belle et à laquelle je pense immédiatement, c'est que lui, il a signé à l'humanité le destin de devenir lumière. Parce que c'est en quelque sorte la limite de l'accélération, c'est la vitesse maximale qu'on peut atteindre, qui est la vitesse de la lumière. Et devenir lumière, devenir désert aussi, il disait, c'est quelque chose évidemment qui peut-être aussi être un horizon pour l'humanité, sachant qu'il y a ce paradoxe merveilleux que Einstein a mis en évidence, c'est que quand on atteint la vitesse de la lumière, il n'y a plus de temps, on a complètement ralenti. On a atteint l'éternité en réalité. Donc j'aime bien cette dialectique des temporalités qui se joue aussi de manière plus large, hein, au-delà de notre propre destin individuel, politique, moral. On est pris quand même dans quelque chose qui a décidé peut-être pour nous de toute éternité du temps qui nous reste, hein, pour parler aussi comme un autre grand philosophe, Giorgio Agamben, qui fait référence à Saint Paul, hein, à la condition messianique où on est coincé entre deux temps, hein, le temps de l'histoire, le temps de la vie, le temps de la mort, et puis le temps de la résurrection, qui sera un temps sans temps, et puis entre ces deux temps, voilà, on est un petit peu dans cette faille qui est notre présent permanent. En gros, ni l'un ni l'autre, vous croyez à l'idée qu'il y a quelque chose comme effectivement un temps, disons, qui serait un temps social ou socio-technique ou socio-politico-technique, qui serait un temps qui effectivement se marquerait soit par une accélération unilatérale, soit au contraire par un ralentissement unilatéral, c'est-à-dire soit d'un côté effectivement des vies emballées par l'emballement du technocapitalisme, soit au contraire des vies, pour ainsi dire, anesthésiées. Quand vous évoquez les différents régimes de temporalité en disant voilà, là peut-être que ça va plus vite, là peut-être que ça va moins vite, le droit aspire à la lenteur tandis que la politique recherche la vitesse.
Est-ce que néanmoins, malgré ça, il n'y a pas, je ne sais pas, une manière de se positionner, en fait, de requérir de nous la nécessité de se positionner par rapport à la vitesse du monde pour pouvoir ensuite choisir d'une certaine manière. Je ne sais pas si c'est quelque chose, Camille Louis, avec lequel vous serez d'accord au niveau déjà stratégique d'une certaine manière. Dire non, c'est pas vrai, le monde ne va pas plus vite. Oui, non, j'entends bien votre question. Il y a quelque chose de... En tout cas, c'était exactement ce terme, pas tout à fait que vous venez de nommer, mais je me disais finalement de se positionner, justement, parce qu'il y a question de position, de se positionner en constatant que le monde va très vite, etc. Ça crée quoi? Ça crée des comportements d'indignation. Qu'on s'indigne, c'est terrible, le monde va si vite, et alors il faut qu'on prenne soin de nous, et qu'on prenne soin des choses, et qu'on prenne soin des rythmes. Enfin, bon, c'est pas pour rien que toute une philosophie du care qui est revenue sur cette chose du soin, de la vulnérabilité, qui peut être très intéressante par ailleurs, mais je crois quand elle se pose à un endroit comme ça, curatif, donc en fait on anticiperait le fait que le monde va vite, alors que j'ai l'impression que peut-être stratégiquement, ce qui serait plus intéressant, c'est de se placer après. Donc on rejoint des enjeux, je pense, qui nous concernent tous les trois et d'autres sur la question du poste. Comment est-ce que, plutôt que de diagnostiquer, donc ça serait la position des lumières, mais d'autres lumières, celle de la fameuse raison occidentale qui observe et qui est capable de faire un portrait du monde en avance, et là cette espèce de vision d'un monde qui accélère et qu'on ne peut que déplorer, ou qu'on devrait soigner ou se soigner de lui, puisque de toute manière il est inscrit qu'il doit advenir dans ce régime de vitesse-là. Il me semble qu'on est assez pauvre en fait dans cette posture-là, alors que si on décide de faire un pas de plus et que peut-être on anticipe, c'est peut-être là que l'accélérationnisme est intéressant, d'aller plus vite qu'une supposée vitesse constatée, et du coup de se placer à l'endroit des effets potentiels, même si on les imagine, même si c'est une fiction, plus que des anticipations et d'hypothèses sur les causes et les remèdes anticipés. Mais là, ça serait plus qu'est-ce qui se passe en fait à l'endroit où ça va plus vite ou au contraire ça va plus lentement, et d'essayer d'observer en fait le fameux qu'est-ce qui en résulte d'une accélération à tel ou tel niveau, et qu'en termes de stratégie de lutte, ça me semble beaucoup plus effectif, parce que c'est à partir de là qu'on est situé. C'est pas juste le monde va vite ou le monde va lentement. Dans certains cas, il va vite, et dans ce cas, quelles sont nos armes à reconfigurer en fonction de cette temporalité par rapport à laquelle on doit inventer ces bulles. Ouais. Et tout à l'heure, Marc parlait des différents temps messianiques, et je pensais ce que peut dire beaucoup mieux que moi Jacques Rancière sur le temps de la littérature et la manière dont on va savoir, par l'écriture, désinscrire des temporalités dominantes et ouvrir d'autres espaces de possibles. Et c'est pas que d'un côté il y a le réel et le temps qui va horriblement vite, et de l'autre le temps de la fiction où on se réfugiera dans nos ouvrages. C'est vraiment retrouver des potentialités d'action dans ces capacités à créer des torsions, mais qui demandent à chaque fois un très fort ancrage dans le réel. C'est absolument réaliste en fait. Il y a pas. Est-ce qu'il y a un exemple de ça auquel vous pensez en particulier qui exprimerait un peu ce paradoxe? Alors je pense justement, peut-être parce que j'ai dit ce mot plus tôt, à l'occupation, un terme qui a beaucoup circulé ces dernières années par rapport aux occupations de place, aux multiples occupations actuelles. À l'heure où on se parle, on sait que beaucoup de lieux sont occupés, des universités, des amphithéâtres, des lieux multiples, et je pense à une occupation en particulier qui était donc en 2013, je crois, à Istanbul, sous cette figure de ce jeune homme qu'on a appelé le Standing Man, et qui pendant 8 heures s'est tenu face au portrait d'Atatürk, et alors qu'on attend du régime temporel de la manifestation, de la protestation, qu'elle aille vite, il faut crier, il faut s'énerver, il faut marcher pour aller d'un point A à un point B, lui il s'arrête. Et il arrête le temps, et ça va durer 8 heures, et c'est ces 8 heures-là que lui marque à un moment précis, comme une sorte de... Finalement, si ma résistance et notre résistance, elle est d'aller à l'inverse d'une temporalité qu'on attend de nous, puisqu'on attend qu'on aille dans cette vitesse-là, et nous, on va juste la stopper et ouvrir le temps autrement. Finalement, ça s'est encore plus ouvert autrement, dans le sens où ça a été repris, répété, dans plusieurs villes turques, où des personnes se sont arrêtées pendant des longs moments, et puis ont été suivis par d'autres. Donc c'est un nouveau partage du temps en fait qui s'est ouvert, et ça aurait été tout aussi intéressant dans l'autre sens, c'est-à-dire que un moment d'un blocage, quand on est bloqué, quand on est nassé, comment est-ce que peut-être la stratégie est de prendre la diagonale et d'inventer une autre rythmique. Mais là en tout cas sur la manière dont il a su pas simplement contrer un temps, mais vraiment ouvrir une autre dynamique. C'est pour moi un exemple
très parlant. Dans leur manifeste, il y avait un truc très très fort que disaient Cernic et Williams. Ils disaient ceci, au fond, on vit dans un monde qui est entièrement technologisé. Comment faire en sorte que ces technologies, plutôt que d'aller dans une direction, servent à l'autre, dans un monde intégralement logistisé, pour le dire comme ça, face à tous ceux qui prônent justement la décélération, la décroissance, le retour à une forme de vie plus authentique que la vie technique, etc., etc. Ils disent non, c'est pas vrai, il faut commencer par assumer cette chose-là, voire même aller un coup plus loin. Et ils nous disent, vous savez, en réalité, il n'y a plus beaucoup d'inventions techniques véritables. Les avions de grand transport datent de la fin des années 60, le train à grande vitesse de début des années 70, Internet date de 74, etc., etc. Disons, la liste des inventions qui ont changé le monde à la fin dans la seconde moitié du XXe siècle, ben cette liste, si on devait la dresser pour le XXIe siècle, elle serait beaucoup plus compliquée à faire, c'est la thèse qui formule. Marc Alizard, pour vous qui avez défendu la dimension spirituelle de l'informatique, pour le dire comme ça très très vite, qui aujourd'hui vous intéressez beaucoup au Bitcoin dans ses liens à un communisme possible, ce que vous appelez crypto-communisme, j'avais envie de savoir quelle était votre position à vous par rapport à ça. Je crois qu'il faut déjà être clair sur un certain nombre de mots. Accélérer, ça, par définition, ça fait mal. C'est le principe. Accélération, vitesse, c'est pas la même chose. Hein. Pour le moment, on parle un peu des mêmes choses, d'accélération et de vitesse en interchangeant les mots, mais j'en reviens à mes marottes einsteiniennes. La vitesse, on la sent pas. Hein. C'est un repère inertiel. L'accélération, c'est précisément un changement de vitesse, c'est ce qui vous plaque au fauteuil de votre voiture, et quand vous ralentissez, c'est ce qui éventuellement vous projette dans l'airbag. Donc ça a un effet, c'est un acte, ça a un effet, ça dérange l'espace-temps. De toute façon, c'est le principe de l'accélération, donc c'est normal qu'on le ressente et que ça nous fasse violence, hein. C'est le principe, c'est l'idée. La question qui est posée, c'est est-ce qu'on est capable, au fond, à l'intérieur d'un dispositif accéléré, de s'accélérer soi-même pour devenir un dispositif rapide, c'est-à-dire pour tout d'un coup cesser de subir les effets de l'accélération et engager un dialogue qui puisse nous permettre de construire quelque chose. La gravitation, c'est une accélération. Si on est plaqué au sol, si on peut marcher sur une terre, c'est parce qu'on est accéléré en permanence. Donc si on était seulement rapide, on serait en train de flotter. Donc il faut aussi composer avec l'accélération. Il faut mettre un peu d'accélération dans sa vitesse. Hein, sinon on ne peut pas faire... Donc voilà, c'est une dialectique un peu subtile qui fait qu'on ne peut pas vraiment d'un côté dire il en faut moins, il en faut plus. Enfin, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Alors, parler d'informatique, c'est vraiment très intéressant parce que il se trouve que, justement, si on veut réussir à s'accélérer à l'intérieur d'un monde qui accélère, on a besoin soi-même d'accélérer notre perception du temps, ou de pouvoir faire plus de choses dans le même temps. C'est ça qui est en jeu dans l'accélération. Et il y a quelque chose qui est très fascinant dans les ordinateurs, c'est qu'ils sont dotés d'une horloge. Ils ont leur propre temps. Hein, ils ont un métronome qui dit le nombre d'opérations qu'ils peuvent faire par seconde. C'est l'horloge d'ordinateur sur laquelle on progresse chaque année selon un rythme très spécifique et lui-même de plus en plus rapide. On a des performances de processeurs de plus en plus importantes. Pourquoi c'est important? Parce que précisément, avec un même objet, on va pouvoir faire plus d'opérations pendant le même temps. Donc on va pouvoir accélérer notre capacité à répondre à un monde qui accélère lui-même. Est-ce qu'à un certain moment, qui est le moment de devenir lumière, disait Deleuze, c'est-à-dire de l'asymptote verticale, il n'y a plus que des machines qui ont des horloges tellement puissantes qu'elles sont capables de vivre une année en une seconde, qui peuvent répondre à l'accélération réelle, cosmique, j'ai envie de dire, de l'univers, et qui nous laissent, nous, humains, un peu derrière, parce qu'on est des horloges avec des CPU un petit peu primitifs, ou bien est-ce qu'on est augmenté par des horloges externes qui nous permettent à nous-mêmes, comme dans Inception, vous savez, de vivre toute une vie dans l'espace d'une demi-seconde, au moment où la camionnette décroche du pont et tombe dans l'eau, et que quasiment 2 heures de film se passent dans cet interstice entre la camionnette qui vient de sortir du pont et qui va toucher l'eau. Voilà, c'est ces questions-là qui sont... Est-ce qu'on arrive, nous, à manipuler notre propre temps pour rentrer dans le temps du monde? Donc l'informatique, c'est effectivement très très important parce que c'est le seul outil pour le monde dont on dispose qui nous permette de faire ça. On est embarqué, comme dit Pascal. Hein. Donc on peut tout à fait choisir effectivement de descendre du train, mais je ne suis pas certain que notre existence soit vraiment plus intéressante
dans un statisme, un immobilisme contemplatif qui sera finalement la compréhension de quoi? De rien, du vide. Allons-y. Ouais. Il y a une espèce de fatalité là derrière. On fait du vélo, si on s'arrête, on tombe. C'est ça la vie. La vie, c'est quelque chose qui se fabrique à la frontière d'un déséquilibre. Vous avez du chaos, le chaos produit une énergie, cette énergie, on la puise à la frontière de ce chaos, comme un barrière hydraulique, comme un barrage hydraulique. L'eau pousse, et c'est ce qui pousse, qui fabrique de l'énergie, qui fabrique de la vie, c'est parce qu'on est en mouvement que ça fonctionne. Encore une fois, on peut s'arrêter, mais on tombe. On peut aussi tomber en allant trop vite. Tomber en allant trop vite, oui, peut-être. Je sais pas, on glisse à ce moment-là, non? Oui, on se dérape, on se prend un mur. Ah oui, mais est-ce qu'il y a des murs? C'est ça la question. Ouais, c'est effectivement une bonne question. Il y a des murs parce qu'il y a des routes qui sont mal foutues, parce qu'on vit dans un monde fini, etc. Enfin, peut-être pas de mur, peut-être pas avoir peur. Hein. C'est vrai, hein, vitesse n'est pas accélération, mais de la même manière, lenteur n'est pas juste décélération. Enfin, je pense que il y a vraiment un ensemble de termes là qu'il faudrait affiner, préciser pour voir comment est-ce qu'on les fait jouer. En fait, c'est surtout ça la question, plus que la précision des termes, c'est en quoi ça devient des stratégies de lutte ou de résistance. On vit aujourd'hui en France sous la présidence de quelqu'un qui s'est fait une vocation d'une certaine manière de l'accélération scientifique et technologique et de mettre son pays disons, à niveau par rapport à ce qu'il considère être un cours du monde qui est un cours accéléré. Donc il faut rattraper un train qui va déjà trop vite et il faut, voilà, pour pouvoir monter dedans, de sorte que indépendamment de la question anthropique ou anthropologique, il y a une question qui est aussi une question politique, qui est une question du type de choix qu'on va faire ou de l'orientation que l'on peut poser par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on peut très bien décider d'une certaine manière que cette espèce de vitesse de libération dont vous parlez, dont l'ordinateur est une incarnation, soit la vitesse de libération, mais pour qui d'une certaine manière? Je suis assez frappée en fait par la contradiction totale entre effectivement une espèce de fascination comme ça pour une certaine vitesse ou le train en marche, comme vous dites, le progrès, mais qui en fait est extrêmement vieille. Donc c'est comme une espèce de représentation de l'accélération, mais avec des outils extrêmement archaïques. Il y a une fascination quand même même pour l'État, en fait, comme vieille machine de la part de ce président tellement en avance sur son temps, qui moi me surprend beaucoup. Et c'est là où du coup j'ai l'impression qu'on a aujourd'hui à travailler sur pas simplement quels mots et comment décrire la vitesse du monde ou le rythme du monde, mais plus quel état, quelle forme de vie, quel mode d'action ça engage chez les uns et chez les autres, et qu'on serait en fait beaucoup plus outillés, justement, si on faisait un petit peu plus attention à quelles sont les écritures de ce temps-là. De fait, l'histoire du progrès, on sait très bien que c'est une catégorie majeure de la pensée du 19e siècle, qui a ensuite été critiquée tout au long du 20e, comme posant plein de problèmes. Et à partir du moment où elle finit par s'incarner effectivement dans un État, dans une administration, dans une politique économique, disons, volontariste, enfin toute une série d'instruments qui sont des instruments de fait du 19e siècle, j'ai l'impression que ce qui vous intéresse, c'est justement la possibilité d'aller se tourner vers d'autres outils. D'abord, la catégorie de progrès, elle est beaucoup plus ancienne que le 19e siècle. Hein. Elle commence avec le christianisme, au moins, au sens où il en finit avec un temps circulaire. Que le temps de la révélation, le temps de la résurrection, et un temps qui ouvre présent le temps de l'histoire dont on parlait tout à l'heure. Les protestants étaient déjà, ce que Foucault appelait une ontologie de l'actualité, étaient déjà tout à fait au courant qu'ils étaient modernes. Hein, et c'est quelque chose qui est en fait très ancien. Donc effectivement, très ancien, encore plus ancien, mais aussi ancien que l'accélération et la vitesse. Enfin, je pense que c'est pas forcément quelque chose qui disqualifie de dire que c'est né au 19e siècle. Donc on peut faire table rase de la question du progrès. Et puis ensuite, pour répondre à la question des outils, l'important c'est d'avoir des outils qui nous permettent d'être de raccord avec le temps qui passe. Et l'informatique, effectivement, en est un, et sa puissance est un support pour nos existences.
Et ce qui se passe, et là où je suis vraiment en désaccord avec les accélérationnistes, qui disent grosso modo que, on peut rappeler tout à l'heure qu'il n'y a pas d'invention depuis 1970, bon, c'est vraiment, je ne sais pas ce qu'il leur faut, quoi. Je veux dire, il n'y a jamais eu autant d'inventions, on vit une deuxième renaissance, enfin, s'il y a quelque chose qui se compare, on part pas. La plupart des gens pensent qu'on vit le Moyen-Âge, c'est-à-dire la fin de la civilisation, la fin du monde, les pestes noires, les rois fous, les envahisseurs, enfin les invasions, c'est pas du tout. Enfin, oui, si on vit le Moyen-Âge, c'est la toute fin du Moyen-Âge, on est en 1517. Là, la réforme va éclater, la Renaissance, Erasme est en train de se battre avec Luther, et globalement, c'est à peu près le niveau des conversations qu'ont Alan Turing, Kurt Gödel, et puis les gens qui inventent et continuent d'inventer aujourd'hui Internet, qui a été une révolution à peu près aussi importante que l'imprimerie de Gutenberg. Enfin, il faut arrêter de se raconter des histoires. On a vécu une rupture qu'on pense à peine à comprendre l'ampleur. Hein. Quand je parle de Gutenberg, c'est parce que, et quand je parle de la réforme, c'est parce qu'évidemment, les effets sont à peu près symétriques. Hein. Décentralisation, déjà ce que Gutenberg permet, démantèlement des autorités verticales, pareil, la réforme sur la base précisément de l'imprimerie, la diffusion des choses, traduction en langue vulgaire, donc accessibilité aussi, toutes ces choses-là, on les a vécues, et puis on les vit aujourd'hui, et on les vit aujourd'hui avec un niveau de complexité qui est encore multiplié par 10. Moi, je suis absolument fasciné. Absolument fasciné par ce qu'on vit, je suis absolument émerveillé par ce qu'on invente, et voilà, je peux pas jamais me résoudre au pessimisme ou au déclinisme qu'on entend sur toutes ces questions d'accélération, de progrès, etc. Il n'y a de salut que devant, là, vraiment, et c'est même pas une espérance un peu idéaliste ou naïve comme on pouvait avoir les années 60, enfin, avec des grandes 30 glorieuses, où on pensait que le progrès allait continuer, la croissance allait continuer. On sait que la croissance ne va pas continuer, on sait que la Terre est finie, on sait que mais on sait aussi que l'univers est presque infini, on sait aussi que là, on peut puiser l'énergie du soleil, j'en reviens à mes marottes cosmiques, mais il faut réussir aussi à s'élever à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'on est plus que les individus autour de cette table qui sont en train de discuter. On est traversé par un nombre infini de forces qui se composent et qui nous amènent vers des endroits où on n'a pas même la moindre idée de l'endroit où on nous amène. Mais bon, allons-y. En même temps, on pourrait répliquer que si c'est possible, à titre d'hypothèse ou à titre de fiction, de narration qu'on peut se raconter par rapport à ce que peut être un futur possible, il y a néanmoins des contraintes qui pèsent. Moi, j'ai envie de partager, évidemment, et en fait, au fond, je le partage, cette espèce d'optimisme. J'ai lu beaucoup trop de science-fiction dans ma jeunesse pour ne pas le partager, mais je me demande si cet optimisme ne doit pas être un petit peu douché. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, Camille Louis, si effectivement vous partagez comme ça cette idée que en gros, que même les accélérationnistes n'accélèrent pas encore assez vite, au fond. Ils sont un petit peu, c'est un petit peu des... C'est un peu des conducteurs de 2 chevaux, quoi, par rapport à la possibilité de la Ferrari cosmique dont parle Marc Alizard. La question, c'est pas de savoir s'ils sont plus rapides ou pas assez rapides, ou c'est juste de se dire si précisément il y a quelque chose qui s'ouvre d'un autre régime du temps avec cette notion d'accélération, peut-être qu'on peut changer notre évaluation de ce qui marche ou pas, et se dire que finalement l'enjeu, ça serait pas que ça marche parfaitement, mais que une invention, son meilleur effet, son meilleur résultat, ça serait d'en provoquer une autre, et pas le fait qu'elle dure ou qu'elle ait absolument gagné sur sa bataille, mais juste le fait qu'elle ait démarré quelque chose qui va du coup se vivre extrêmement vite, et qui va accélérer aussi notre esthétique de cette invention-là, pour en générer une nouvelle, et qu'on serait comme ça dans une série de suites d'accélération, plus que dans une accélération qui serait un nouveau régime du temps, de fait... à nouveau, il y a des coupures, évidemment. Ouais, c'est ça. Évidemment, il y a des coupures. Et c'est là où c'est réjouissant et où il y a invention. Et ce qui est probablement réjouissant, c'est la nouveauté. Vous venez de le dire. C'est qu'est-ce que c'est le nouveau? Comment on invente? C'est une vraie question deleuzienne aussi. Hein. D'où vient le nouveau? Et c'est le cœur même de ce qui nous réjouit dans le sens où ça nous concerne. La vie est une coupure et une nouveauté. Et, la pensée, la conscience en est une autre. Et donc on sent bien qu'on a une partie liée et que notre destin est à partie liée avec notre capacité à créer du nouveau. Donc on peut pas tourner le dos à cette inventivité primordiale, en quelque sorte. Après, sur la question de l'énergie et des ressources finies, évidemment, et puis il y a toute une discipline aujourd'hui qui est la thermodynamique de l'information, qui a bien conscience du fait que l'information convertit de l'énergie, et donc il en faut. Mais
le discours, comment dire, comment on pourrait appeler ça, la peur de manquer en énergie, ou l'idée que l'énergie est en stock limité, non, non, on trouvera un moyen d'en trouver. L'énergie dans l'univers est en quantité illimitée. À la frontière des trous noirs, on peut créer des machines extraordinaires qui pompent, comme chez les Shadok, toute l'énergie qu'il faut. Donc il faut juste se dire que c'est notre frontière. Effectivement, c'est une frontière absolument terrifiante dans une certaine mesure, proche de la science-fiction, mais c'est la nôtre. Voilà, on est à ce niveau-là d'exigence métaphysique, et au fond, très bien, parce que ça nous oblige aussi à nous élever au-dessus d'un certain nombre de choses qui peuvent nous retenir. Je trouve que les gamins ont une compréhension beaucoup plus nette de ça, dans leur passion pour les engagements très métaphysiques, voire religieux, mystiques, qui sont aussi éventuellement effrayants dans leur désir d'immédiateté. Il y a une compréhension très profonde, je crois, beaucoup plus profonde qu'on veut bien le dire, que leur problème, c'est pas éventuellement uniquement la question de l'accélération, du progrès, de l'écologie, du chômage, qui sont évidemment des angoisses concrètes, quotidiennes, présentes, avec lesquelles ils doivent composer et lutter pour s'inventer une vie. Mais je crois qu'on est une humanité qui a conscience de vivre aujourd'hui un moment de vérité. Moi, ça me faisait penser à cette scène finale de Speed Racer des frères Wachowski, dans laquelle c'est une histoire de course automobile, qu'il s'agit de gagner un truc, effectivement, plutôt un film de science-fiction qui à la base était pensé pour les enfants. Et pendant tout le film, le personnage principal, qui est évidemment un champion extraordinaire, mais qui est un amateur confronté à des grosses machines, etc., au fond, il ne parvient à gagner que quand il accepte que sa voiture est immobile. Et le moment où il triomphe, et c'est pas qu'il emporte la course, c'est que la course est ridiculisée par son espèce de virtuosité et sa vitesse, c'est précisément le moment où il ne conduit plus la voiture ne se conduit plus, une espèce d'immense immobilité s'installe, c'est un moment presque zen, c'est une espèce de Satori de course automobile, où une vitesse infinie, pour reprendre un autre concept du philosophe Gilles Deleuze qu'on a beaucoup mentionné, eh bien finit par s'incarner et par prendre une forme de victoire. Alors pour parler d'incarnation justement, Camille Louis, j'avais envie de revenir à ce présent de ces luttes politiques. Tout à l'heure on parlait des migrants, des occupations, le Standing Man à Istanbul, par rapport à cette espèce de paysage, au fond qui est un paysage que Marc Alizard a présenté de manière très positive, qui peut être aussi présenté de manière très négative aujourd'hui. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres exemples, d'autres cas ou d'autres orientations que vous verriez comme des orientations essentielles à adopter? Je ne vais pas dire des conseils que vous nous donneriez, parce qu'il n'y a pas de conseils à donner, mais disons des pistes ou des directions que vous verriez actives qui permettraient de redistribuer justement les cartes du temps d'une manière qui nous emmènerait peut-être pas immédiatement dans les étoiles ou à proximité des trous noirs, mais en tout cas nous ferait peut-être sortir d'un trou noir très clair, très certain et très proche, qui est justement le trou noir voilà, la gouvernance néolibérale, le trou noir de la destruction effective d'une certaine manière de toute une série d'existences, etc., etc. Et là, en tout cas, par rapport à... C'est une chose à laquelle je pense depuis que Marc a insisté, enfin, je ne sais plus comment le mot est arrivé, mais cette notion de coupure ou de rupture, et je crois que là même cet exemple on gagne quand la voiture est immobile, parce qu'on s'attendrait à ce que le cours du temps nous fasse continuer, on va gagner parce qu'on va rompre avec cette attente. Et j'ai l'impression que cette manière de rompre, couper et, autre terme que vous venez d'employer, redistribuer, donc couper et redistribuer des possibles, c'est ce qu'on nomme un événement. Et un événement, c'est quand même aussi un régime du temps particulier. C'est une notion qui est, voilà, on le sait, parce qu'on est en train de fêter les 50 ans de 68, et c'est un des concepts qu'on a beaucoup travaillé en 68 ou dans ces après l'événement. Et comment est-ce qu'aujourd'hui on est capable encore de se ressaisir de cette puissance de la rupture, mais pas simplement de la rupture, et voilà, on va contre un temps hégémonique, comme on disait tout à l'heure, donc comme ça va vite, on va arrêter. Je crois que c'est vraiment cette question de couper pour redistribuer. Et ça veut dire quoi, redistribuer des possibles? Ça veut dire comme surprendre en fait, surprendre l'ennemi. Vraiment, je suis préoccupée depuis tout à l'heure par ce qu'on a dit sur l'accélération comme régime esthétique, pour qu'à un moment il y ait quelque chose d'autre qui s'ouvre et que quelque chose se crée comme une ouverture par rapport à un temps arrêté. Et parfois il est arrêté parce qu'il est trop rapide.
Et ça parce que là, j'ai l'impression qu'on est précisément dans cette question des conseils et qu'on est persuadés les uns et les autres, qu'on soit les partisans de l'occupation, qu'on soit les partisans de, je ne sais pas, de l'affrontement immédiat ou de l'insurrection, qu'on est tous sûrs d'avoir les bons rythmes et les bonnes esthétiques, les bons systèmes de représentation et d'analyse, et qu'en fait, j'ai l'impression que là où on a à apprendre en termes de lutte, c'est comment est-ce qu'on arrive à se créer des événements à l'intérieur de nos propres fonctionnements. Comment est-ce que, dans nos propres fonctionnements, on rompt et on redistribue? Parce que c'est pas simplement comment on va rompre le régime de l'autre et en réouvrir des possibles, mais comment nous, dans les propres modalités dans lesquelles on s'est inscrit, on est capable de rompre avec ça. Il y a un texte de Deleuze qui est superbe, un entretien avec Tony Negri, dans lequel il emploie une sorte de post-scriptum à la question des sociétés de contrôle, dans lequel il dit comment on arrête, bon, pour reprendre ce que vous disiez. Et il dit au fond, il faut créer des vacuoles de silence. des vacuoles d'information. Ah, moi j'ai les vacuoles de silence. Non, c'est l'information, c'est un texte sur l'information. Un texte sur la cybernétique. J'emmerde. Il évoque les machines cybernétiques, le fait qu'il y ait des machines à toute étape de notre existence, les machines énergétiques avec la révolution industrielle qui correspondent à un certain type de société de contrôle, et les machines cybernétiques correspondent à un autre stade de société de contrôle, et il dit il faut qu'on crée les vacuoles d'information, d'interruption, de communication à l'intérieur de ça. Bon. C'est un texte hyper intéressant, parce que d'abord il a été très, très mal compris, je pense. Il a été mal compris dans le sens où on a pensé que Deleuze, le postmodernisme de manière générale, était une sorte d'invitation ou de perte des hackers, de créer à l'intérieur du système, puisqu'on ne peut pas effectivement simplement ignorer le système. Enfin, c'est ce que Lénine appelait la maladie infantile du gauchisme, c'est-à-dire sortir de la machine, il n'y a pas de progrès technologique, il n'y a pas de technologie, il n'y a pas de monde d'ailleurs, il n'y a rien, il y a nous. C'est une position qui est très, très à la mode aujourd'hui. Oui, bah enfin bon, c'est débile, mais enfin, ouais. c'est inquiétant, quoi. Ouais. Sinon on peut éteindre la lumière pour de bon, mais non, je pense pas que ce soit une éthique du hacking, même peut-être pas de l'occupation. Et pourquoi Bitcoin m'intéresse? Parce que précisément, je crois que c'est une vacuole d'information à l'intérieur de l'information. Tout l'intérêt de Bitcoin, vous savez, c'est basé sur la cryptographie. Sur la crypte, j'ai envie de dire un mot de Derrida aussi, sur l'idée qu'on peut créer une bulle, pour prendre encore ce mot, dans lequel on va encapsuler quelque chose. On va encapsuler de l'information. Quel est le problème au fond des cyberpunks? C'est un problème qui se pose vis-à-vis des techno-communalistes. La première utopie de l'Internet et de l'informatique, ça a été que l'informatique allait abolir les distinctions entre l'être et la pensée, entre les sexes, entre les classes, dans une sorte de nouvelle utopie communiste, donc une commune, mais une commune qui n'est devenue pas une commune communiste, parce que c'était pas vraiment des gens forcément qui avaient une éducation marxiste, mais donc un communalisme, on avait créé des communes informatiques, et Internet a été porté par une utopie de gauche, quoi. On a appelé ça aussi les techno-hippies. Toute l'informatique de la Silicon Valley, Apple, etc., vient de là, d'une informatique Don't do evil, la phrase de Google, l'idéologie de Facebook, très naïve aussi, idéaliste. Et évidemment, on revient de tout ça. Aujourd'hui, on est dans ce moment où, à l'intérieur même du mouvement utopiste et progressiste, il y a une contre-critique qui dit attendez, vous pensiez être libertaire, vous étiez libertarien. Ou vous pensiez être libertarien, vous étiez libéraux. Enfin, vous êtes fait complètement avoir. Vous étiez les idiots utiles du capitalisme. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi dans la gauche aujourd'hui un renouveau du discours critique contre l'informatique et que l'accélérationnisme est interprété comme quelque chose qui vient déjà un peu tard, en quelque sorte. L'intérêt de Bitcoin, c'est que précisément, c'est pas des cyberpunks, c'est des cypherpunks, et qu'ils ont très bien pris conscience du fait que le problème du communalisme, c'était pas l'informatique, c'était le fait que l'informatique était uniquement communicationnelle. C'est-à-dire qu'on peut tout copier. L'utopie communaliste, c'était qu'au fond, tout était gratuit, qu'il n'y avait plus d'enclosure. Enfin, le péché originel du capitalisme était effacé. Ouais, l'enclosure. Voilà, il n'y avait plus de barrières, c'était super. Voilà, tout circulait, se reproduisait, et se métastasait, et c'était super. Et ça, c'est typiquement ce que Marx aurait appelé une révolution abstraite, fondée sur l'abstraction, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas de réel dans cette histoire-là. Parce qu'il n'y a pas de réel, parce qu'il n'y a pas de valeur.
Parce qu'aucune information n'a une valeur. Et on se retrouve aujourd'hui avec des empires qui ont centralisé, qui ont fait de l'argent sur notre gratuité. Bon, eux qui ont très bien compris comment on pouvait faire de la valeur à travers de masses considérables de données. Bitcoin, ça vient d'une réflexion sur la question de l'abstraction. Et qui dit, on va mettre des vacuoles, effectivement, on va faire des coupures, parce que ces coupures, c'est des enclosures, en réalité. et on va remettre des barrières, c'est pas pour prélever une rente foncière, c'est juste parce que si vous avez rien à donner, vous ne pourrez rien mettre en commun. Il faut déjà avoir quelque chose pour pouvoir partager quelque chose. Et il y a cette idée-là au tout départ de l'invention de Bitcoin. Bitcoin, c'est un Internet de la valeur. C'est un Internet qui transmet de l'information. Cette information a une valeur. Qu'en fait, elle transmet du réel. Et je pense que c'est ça que Deleuze avait indiqué comme piste de sortie possible, un dépassement de la cybernétique à l'intérieur de la cybernétique, en permettant à la cybernétique d'être elle-même ce qui se hack soi-même, en quelque sorte, et qui produit un nouveau chaînage des êtres autour de leurs valeurs. Donc c'est très contre-intuitif, c'est pas tout à fait dans l'histoire de la gauche de penser que les enclosures vont en fait être le point de départ de ce qui pourrait être une sorte de crypto-communisme, mais c'est typiquement ce vers quoi on va, avec ce système du coup, pour développer, pour ceux qui connaissent peut-être pas bien Bitcoin, mais d'une émission monétaire, c'est-à-dire d'un objet, en fait c'est pas une monnaie, hein, au départ c'est un objet numérique non reproductible. Donc c'est parce qu'il est non reproductible qu'il a une valeur, donc il peut servir de monnaie. Et cette monnaie, elle a une particularité, puisqu'elle existe sur Internet, elle est totalement décentralisée, elle est distribuée. Et donc elle crée, c'est un levier absolument inespéré pour tous ceux qui pensent que le monde, les milieux financiers doivent être déverrouillés ou que le pouvoir des banques centrales doit être destitué, d'enfoncer un coin, mais qui n'est même pas d'ailleurs un coin que quelqu'un soulève ou possède, mais qui est vraiment la transmission, la donation de la totalité de nos valeurs on pourrait même de nos valeurs au sens moral, à tout ça, à un système distribué. C'est une révolution dont on peine encore une fois à mesurer tous les effets qui sont des effets. J'ai été un petit peu abstrait parfois, mais je m'en excuse éventuellement, mais c'est très concret en fait ce qui va se passer maintenant à travers toutes ces technologies qui se mettent en place, parce qu'on n'est plus en train encore une fois d'échanger de la communication, on est en train d'échanger de la valeur, de l'argent, et donc de créer des réseaux sociaux qui ont du pouvoir. Et qui ont éventuellement plus de pouvoir, qui ont enfin le pouvoir de s'opposer au pouvoir des multinationales, qui étaient pour le moment les seuls à créer de la valeur et à en prélever. Donc à la fin, l'intérêt de tout ça, c'est de permettre aux réseaux sociaux, comme on dit aujourd'hui, de retrouver une efficace et de pouvoir peut-être redonner le tempo, pour reprendre le fil de la conversation, de leur vie. Et je pensais juste par rapport à cette question du temps lent et contre la vitesse du monde, etc. Je pensais à la situation, en effet, puisque vous m'invitez aussi à parler de ça, des migrants ou ceux qui sont arrêtés et qui n'ont pas d'autre choix que de vivre le temps sans occupation. Donc c'est juste un temps sans rien, un temps vide. C'est pourquoi quand on fréquente des situations telles que celles qui pouvaient avoir lieu à Calais, enfin qui a toujours lieu à Calais ou ailleurs, la première chose que ces populations exilées vous demandent, c'est on peut faire quelque chose ensemble, on peut accélérer en fait, parce que ce temps dilaté à l'infini est insupportable. Tout à l'heure Marc disait, ça nous fait violence l'accélération, mais je crois que la non-accélération, cette espèce de permanence et d'homogénéité totale d'un temps sans occupation, sans but, si ce n'est cette chose-là de l'attente, qui n'est pas non plus... c'est très étrange en fait, vraiment l'attente comme régime du temps, ça nous fait encore plus violence peut-être, on est encore moins habitué qu'à l'accélération. Ouais. Et du coup, c'est toujours cette même question dans quelle est notre capacité aujourd'hui à savoir se saisir, non pas du temps dominant, mais de nos propres temporalités inscrites, à partir desquelles on peut faire un pas de plus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement constater le temps de l'autre, mais réussir à observer, c'est pour ça que je parlais d'esthétique, parce que c'est presque une appréhension sensible du temps dans lequel on s'est inscrit pour pouvoir être encore plus rapide que le temps de l'autre, l'ami avec un grand E. C'est qu'on doit constamment se remettre au travail de nos propres outils de résistance esthétique dans nos régimes de temps par rapport au temps qu'on s'inscrit nous-mêmes. Et qu'à un moment, la fascination pour ces situations d'exil, comme s'il fallait
voilà, se complaire en plainte pour ces pauvres êtres que sont les migrants. Et peut-être que la stratégie la plus juste aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est-à-dire de venir accélérer cette temporalité et leur permettre à eux, exilés, qui sont avant tout des acteurs et non pas simplement des passifs en attente, d'être à cet endroit-là du temps, et que c'est dans ces capacités de recréation d'espace de l'agir collectif, qui est quand même la question politique, je crois, qui n'est pas juste pas dépassable, qu'on a nos ressources. Mais par rapport à ce que vous venez de dire, Camille Louis, au fond, on peut se poser la question si la morale de cette histoire ne serait pas de se dire qu'un peu comme les migrants qui en formeraient la forme la plus visible, la plus massive et aussi la plus dramatique, la question de l'accélération du monde, la question de la vitesse, de la décélération éventuelle, de ces vacuoles de temps qu'il s'agit d'habiter, nous mettrait pas face à un défi, au fond, qui est celui de parvenir à se satisfaire, à accepter que nous soyons tous, d'une certaine manière, quelque chose comme des migrants du présent, des migrants d'un espèce de présent introuvable, ou en tout cas qui n'arrête pas de fuir notre prise et aussi quelque part de fuir notre désir. Donc merci en tout cas pour cette conversation. Merci à l'hôtel Grand Amour et merci à Thibaut pour ces délicieux drinks. Merci. Super. Ah bah c'est fini. D'accord. Voilà. C'est tout bu.